Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le mercredi 27 janvier. Elle quitte le gouvernement sur un désaccord majeur. Christiane Taubira a décidé de démissionner aujourd'hui de son poste de garde des Sceaux, en cause notamment le débat sur la déchéance de nationalité. Peu après sa démission, elle a tweeté cette phrase « Parfois, résister, c'est rester. Parfois, résister, c'est partir ». Sa dernière visite en Guadeloupe remonte en juillet 2015, une visite de 48 heures où elle avait notamment été reçue par le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou. Elle avait également évoqué la reconstruction du palais de justice de Pointe-à-Pitre. Christiane Taubira, qui est remplacée par Jean-Jacques Urvoas, proche de Manuel Valls et président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Alors les réactions notamment de sa classe politique se sont multipliées ces dernières heures. Je vous propose d'écouter celle du premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Guadeloupe, Hilaire Brudet. Il est interrogé par Muriel Barlagne. C'est toute la difficulté quand on est ministre, et surtout au poste où elle occupait, et être de conviction forte, comme c'est le cas, c'est ce fameux équilibre un peu difficile à trouver, c'est-à-dire que quand vous êtes ministre, vous devez aussi jouer dans la cohérence avec, si je puis dire, les deux patrons que vous avez, si je peux dire entre parenthèses, le Premier ministre et le Président, et par là même jouer ce qu'ils ont appelé l'éthique collective. Et si on suit la réalité ou la vie politique, depuis quelques semaines, on a bien vu notamment sur la révision constitutionnelle, sur la déchéance de nationalité, il y avait quand même quelques discordances entre le gouvernement, l'exécutif, et puis Taubira elle-même. Donc, quand on a annoncé, Manuel Valls a annoncé qu'il allait lui-même présenter la révision constitutionnelle, on aurait pu deviner qu'effectivement, les choses n'allaient pas très bien. Donc, on aurait pu supposer dans un éventuel remaniement ministériel que Taubira pouvait ne plus être ministre et garde des Sceaux, peut-être un autre poste. Il se trouve qu'aujourd'hui qu'elle a démissionné. Alors c'est peut-être une surprise pour les personnes qui ne suivent pas de manière forte la politique, mais j'ai presque envie de dire que c'est une demi-surprise. Maintenant, pour revenir sur elle-même, je pense qu'elle a fait du bon boulot. Elle a été très courageuse, tant au niveau de ses convictions qu'au niveau du travail qu'elle a fait au niveau du gouvernement. Et à ce titre-là, on ne peut que saluer ce travail-là, un travail énorme. Autre réaction, celle d'Harry Durimel, le porte-parole de Caraïbes Écologie Les Verts. Il est toujours interrogé par Muriel Barlagne. Et elle était programmée, cette démission, et on se demandait jusqu'où elle pourrait accepter des compromis, puisque on sait que c'est une femme de conviction, et lorsqu'on a des convictions, s'il est vrai que gouverner, c'est aussi faire preuve de tolérance et tenter autant que faire possible de rechercher des compromis, mais ça doit jamais aller jusqu'à la compromission. Et je crois qu'on lui demandait là de se compromettre véritablement. Et Taubira a montré, elle est redevenue celle qu'on connaît, une femme franche et fidèle à ses convictions. Donc il me semble que cette démission était inéluctable. Je l'attendais moi-même personnellement. J'ai vu comment elle a résisté au flot, comment elle a bravé toutes les hostilités, tous les crachats qui ont été jetés sur elle. Et sa démission, en tout cas son expérience, nous prouve combien il est difficile d'être femme et noire dans un gouvernement de la République. Bravo à Christiane Taubira. Je n'ai pas toujours été d'accord avec elle, mais je considère que sa présence dans ce gouvernement était très symbolique, non seulement de positionnement à gauche, mais aussi de la la diversité de la France, dont elle était une icône. Au chapitre social, les cours ont repris ce matin dans les établissements scolaires après 2 jours de grève. Hier, après 6 heures de discussion, les syndicats enseignants ont signé en préfecture un protocole de suspension de grève. Pour l'instant, les suppressions des 35 postes sont toujours d'actualité, mais une commission de travail débutera demain. Invité hier soir sur notre plateau, Rony Versin du syndicat SE-UNSA nous en disait plus.
Ce travail, nous allons le faire à travers des groupes de travail, à travers des séances qui s'inscrivent dans le cadre du Conseil de l'éducation nationale. Pour nous, il s'agit de mettre à plat des critères qui ont permis au ministère d'attribuer des dotations à cette académie. Aujourd'hui, au regard des documents qui nous ont été fournis par le ministère, on constate très bien qu'il y a des données, notamment les données concernant tout ce qui est économie sociale, qui ne correspondent pas à la réalité de cette académie. Justement, il y avait une sorte de guerre de chiffres par rapport à la baisse démographique annoncée par le recteur. Or, vous, syndicats, vous dites que non, il n'y a pas de baisse démographique. Alors, si, concernant la baisse démographique, il est clair, nous n'allons pas le contester, il y a une certaine baisse démographique. Après, ce que nous contestons, c'est cette baisse des effectifs des élèves. Pour l'instant, le ministère annonce 1920. Nous, au regard de la situation, nous sommes sur le terrain, nous avons des chiffres, nous arrivons à 1400. Et lorsqu'on sait que c'est un élément prégnant que met en avant le ministère, nous disons qu'il faut réévaluer les choses. Et d'ailleurs, ce sera l'objectif numéro 1 de ce premier groupe de travail, où on va réévaluer les choses, c'est-à-dire il va falloir que la préfecture, que les rectorats, qu'ils se mettent en phase sur les données pour qu'on puisse arriver à des chiffres qui correspondent à cette réalité. Et les syndicats doivent refaire le point à la mi-mars. Retour ce midi sur ce séminaire anti-Guyane sur le chien de détection. Il avait lieu hier au domaine canin aux Abîmes. Le chien de détection permet de lutter contre le trafic ou encore les nouvelles formes de terrorisme. Anne-Elisabeth Artsen nous en dit plus. Le chien de détection a son séminaire. Premier du genre, ce séminaire anti-Guyane, organisé par le domaine canin, proposait aux différents corps de métier présents plusieurs conférences autour de ces nouvelles compétences canines. On parle aujourd'hui en tout premier lieu par rapport aux activités évidemment de tout ce qui concerne les attentats terroristes. Donc là on a besoin du chien absolument parce que c'est l'outil le plus performant que nous ayons aujourd'hui pour faire la détection donc des matières explosives et des armes. Le chien de détection peut aussi servir à bien d'autres choses, comme à la recherche de personnes disparues, de cadavres, voire même de parasites sur les collectivités, sur les matelas contaminés, des choses comme ça. Donc il y a un champ d'application qui est absolument énorme. L'essentiel de cette méthode, en fait, c'est de pouvoir vraiment entretenir le travail et la mise en œuvre de l'apprentissage du chien de détection, parce que même s'il a un très bon flair à la naissance, le chien il a besoin de travailler, d'apprendre son boulot. Et la méthode SOX permet d'entretenir et de démarrer ce travail avec des matériaux qui ne sont pas illicites et qui donc peuvent devenir beaucoup plus pratiques à l'usage. Le chien Wapperwake qui vient des États-Unis, c'est une spécialité relativement nouvelle qui offre la possibilité d'avoir un chien qui peut détecter par exemple une matière explosive dans un sac sur une personne qui se déplacerait dans la foule. Jérôme Fraîche, représentant mondial de la méthode SOX, explique justement au cours de ce séminaire le procédé utilisé. Oui, alors le conditionnement sur microparticules SOX, ce sont en fait des molécules réelles des produits qui nous intéressent, qui ont été greffées sur un petit support qui permet de faire mémoriser les odeurs au chien. Seulement sur ce support, on en a mis en quantité très faible, suffisamment pour être détectable par les chiens, mais trop peu pour être soumis à des réglementations ou être dangereux pour l'environnement ou quoi que ce soit d'autre. Thierry Lameau, vétérinaire militaire depuis une vingtaine d'années, a apporté son expertise scientifique cet après-midi. L'intervention aujourd'hui consistait plus à poser les bases, on va dire, entre guillemets, des fondements scientifiques de l'olfaction du chien, puisque en fait, il est de plus en plus utilisé de nos jours dans des domaines divers et variés, bon, le plus connu étant effectivement explosif, stupéfiant, voilà. Et le deuxième objectif aussi, c'était aussi d'ouvrir un petit peu le débat pour les professionnels qui sont présents sur les nouvelles techniques de dressage, parce que ça évolue, le monde canin évolue, et donc les nouvelles utilisations, entre guillemets, qui intéressent les administrations. Le chien de détection devient donc un enjeu majeur, notamment dans la lutte contre le trafic et les nouvelles formes de terrorisme. Il faut compter 3 à 5 jours pour que le chien mémorise l'ensemble des odeurs et devienne ainsi un atout de prévention et de dissuasion pour les forces de sécurité publique. On va parler de santé maintenant dans notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Le virus Zika est présent dans de nombreux pays et certains ont même annoncé des mesures spéciales. Voici la Minute Caraïbe.
Aujourd'hui, c'est un spécial Zika que nous vous présentons dans Caraïbes en raison de l'épidémie qui se répand rapidement dans notre région. Le ministre de la Santé, Alejandro Gaviria, prévoit que 600 000 personnes seront touchées par le virus Zika en Colombie, second pays le plus touché des Amériques juste après le Brésil, qui lui compte plus d'1 million de cas suspects. Les autorités sanitaires de Colombie ont à ce jour placé sous surveillance médicale 560 femmes enceintes qui sont les plus vulnérables à ce virus propagé par des moustiques du genre Aedes et peuvent provoquer des malformations graves, notamment une microcéphalie, voire la mort du fœtus. À ce jour, 106 enfants sont nés en Colombie de mères contaminées, dont 30 souffrant d'altérations neurologiques, mais ce sont 450 à 600 cas de microcéphalie qui sont estimés sur les petits Colombiens. Les États-Unis, qui ont annoncé mercredi avoir enregistré 3 cas en Floride chez des personnes ayant récemment voyagé en Amérique latine, ont appelé la semaine passée les femmes enceintes à éviter de se rendre en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Alors que le gouvernement colombien recommande aux femmes de ne pas tomber enceintes dans les prochains mois, le gouvernement salvadorien a recommandé pour sa part que toutes les femmes dans l'ensemble du pays évitent de tomber enceintes pour les 2 prochaines années. Cette recommandation extrême a été faite comme une tentative d'empêcher les malformations cérébrales chez les enfants dues au virus Zika. Pour le moment, au Salvador, aucune femme enceinte n'a contracté la maladie et aucun bébé n'a été touché. Mais le pays étant entouré de pays à risque et suite aux fortes recommandations des États-Unis à ses concitoyens de limiter leurs déplacements en Amérique latine et dans les Caraïbes, le Salvador a souhaité prendre des mesures fortes pour protéger sa population et son tourisme. Les 14 pays touchés par le virus sont le Salvador, la Colombie, le Brésil, la Guyane française, le Guatemala, Haïti, Honduras, la Martinique, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Suriname, le Venezuela et Porto Rico. L'équipe du laboratoire de virologie de l'Institut Pasteur de la Guyane vient d'établir la séquence génétique complète de la souche virale du moustique infectieux. Publiée aujourd'hui dans la revue The Lancet, l'analyse de ce génome montre qu'il s'agit d'un lignage asiatique qui présente plus de 99% de ressemblance avec la souche responsable de l'épidémie en Polynésie française en 2013. C'est une première et une grande fierté pour les chercheurs guyanais. En effet, l'obtention de la séquence complète du virus est un point de départ important pour mieux comprendre l'évolution de son comportement. Alors que l'infection était considérée jusqu'à récemment comme bénigne, l'épidémie de virus Zika, qui a sévi en 2013-2014 en Polynésie française et dans le Pacifique, s'est accompagnée d'une augmentation de complications neurologiques sévères. Au Brésil, l'augmentation très significative du nombre de microcéphalies chez des fœtus a contraint le gouvernement à déclarer l'état d'urgence sanitaire en décembre 2015. Compte tenu de l'expansion très rapide du virus Zika, l'Institut Pasteur de la Guyane reste fortement mobilisé dans la surveillance épidémiologique en partenariat avec les autorités de santé et le réseau international des instituts Pasteur. D'autres études complémentaires sont en cours, notamment celles relatives à la résistance du virus aux insecticides. Retour en Guadeloupe et on va évoquer maintenant l'univers du carnaval à travers un ouvrage Mimas Guadeloupe. L'un de ses auteurs est sur notre plateau ce midi. Bonjour Charles Chulem-Rousseau. Bonjour. Alors vous êtes photographe, on peut retrouver donc plusieurs de vos photos dans cet ouvrage. Comment vous est venue tout d'abord l'idée de produire ce livre Mimas Guadeloupe ? L'idée est venue de montrer quelque chose qui est très particulier à la Guadeloupe, une des particularités du carnaval. Et quand j'ai montré qu'est-ce que c'était les gros papos à Agnès Dahan, ça n'a pas duré longtemps. Tout de suite, on a acquiescé de monter un projet photographique là-dessus. Et ça a été sélectionné dans le cadre de l'année des Outre-mer en 2011. Et suite à cette exposition qui a été un peu à Paris, Bordeaux, Marseille, bien d'autres endroits, Guadeloupe aussi, on nous demandait de faire un catalogue. Et on ne voulait pas mettre que 40 photos. Puisqu'on avait d'autres matières en archives, donc on a préféré attendre. Et maintenant, ça fait 10 ans qu'on a fait les photos, tous les ans. Et voilà, c'est le résultat. Il y en a combien en tout de photos dans cette ouvrage ? Il y a 170 photos. Ça n'existait pas, ce type d'ouvrage en Guadeloupe ? Non, pas dans ce format-là, en fait. Ce n'est pas un livre écrit. Hein. Il y a quelques textes, mais c'est surtout des photos. Et ce n'est pas sur un groupe, c'est sur quasiment l'ensemble des groupes qui évoluent. J'allais y venir, ce sont vraiment des photos brutes, il n'y a aucun sous-titre. Voilà, le but était de faire parvenir, du moins de faire ressentir au spectateur, celui qui va regarder le livre, les émotions et le ressenti qu'on peut avoir
dans cette richesse de création, parce qu'avec un rien, les groupes font des tenues magiques. Et voilà, c'était pour transmettre un peu cette magie. Vous avez quand même fait appel à quelques écrivains, puisqu'on retrouve notamment des textes d'Ernest Pépin ou encore de l'historien Jean-Pierre Sainton. Oui, tout à fait. Nous avons donné libre cours un peu à 4 écrivains. Donc Jean-Pierre Sainton, pour la partie histoire et sociale. Ernest Pépin pour un peu de poésie. Dominique Cyril, qui, elle, est ethnomusicologue, et Michel Allais, qui a été président d'Akio pendant 13 ans et qui a été le premier président en fait, du mouvement Akio. Ce sont des photos, j'imagine, qui ont été prises aux 4 coins de la Guadeloupe lors des différents défilés. Oui, tout à fait. Il y a des photos de Basse-Terre, Trois-Rivières, beaucoup à Pointe-à-Pitre, parce que les groupes APO sortent beaucoup de Pointe-à-Pitre, mais il y en a à Sainte-Rose, il y en a un peu partout, parce qu'on suivait vraiment les groupes APO. Un ouvrage que le public, justement, pourra découvrir demain, puisque vous allez le présenter au Mémorial Act. Pourquoi avoir choisi ce lieu, le Mémorial Act, pour présenter cet ouvrage ? C'est le lieu qui me l'a un peu proposé, parce que là, ils sont dans une thématique sur le carnaval. Et c'est un très beau lieu, donc pourquoi pas le présenter là-bas. Donc jeudi, 18h30, au Mémorial Act. Et on invite évidemment le public à découvrir ce très bel ouvrage de photos. Merci Charles Chulem-Rousseau en tout cas d'avoir été notre invité ce midi sur le plateau d'Alizé. On va parler de sport maintenant, puisque l'info sport du jour, c'est la défaite du Guadeloupéen Gaël Monfils en quart de finale de l'Open d'Australie. Le dernier Français en lice est donc incliné en 4-7 face au Canadien Milos Raonic. Les 2 hommes devraient tout de même se retrouver dès le mois prochain à Baie-Mahault pour le premier tour de la Coupe Davis qui aura lieu, je vous le rappelle, du 4 au 6 mars prochain. Mais Gaël Monfils a tout de même déclaré aujourd'hui qu'il n'était pas si heureux que ça de venir en Guadeloupe. Selon lui, en effet, 80% des joueurs ne souhaitaient pas jouer la Coupe Davis dans notre département car ce serait compliqué pour le calendrier. Fin de citation. Info pratique, maintenant on va faire le point sur vos coupures d'eau du jour. À Morne-à-l'Eau, des travaux sur le réseau sont effectués depuis ce matin. Sont concernées les zones de Velcoing ou encore de Pointe-Arrête. Retour à la normale prévu en fin d'après-midi. Des travaux sont également effectués aujourd'hui à Baie-Mahault. Conséquence, les zones de Budan, Calvaire-Chapelle, l'Official et Réfère sont privés d'eau potable. Retour à la normale prévu dans les prochaines heures. Et puis à Grand-Camp aux Abîmes, je vous rappelle que des relevés de compteurs sont toujours effectués. Des manques d'eau peuvent donc se faire sentir jusqu'en début d'après-midi. Avant de vous laisser, on va regarder rapidement ensemble la carte du ciel pour cet après-midi en Guadeloupe. Les éclaircies seront au rendez-vous avec quelques passages nuageux. Les températures, elles, afficheront entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Une édition, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi du journal de TF1 et de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.